Et comme invité de ce journal, nous recevons sur ce plateau ce soir Monsieur Abdelkader Meiga, secrétaire général de Gao Lama International. Avec lui, nous parlerons de l'actualité sociopolitique du pays, notamment les derniers développements à Gao, grande ville du nord du pays. Monsieur Meiga, bonsoir. Bonsoir, Djibril. Merci de répondre à notre invitation. Et tout le plaisir est pour nous. Avec vous, nous allons parler des derniers développements à Gao. Qu'est-ce qui se passe exactement à Gao? Merci, Djibril. Là, ce qui se passe à Gao, c'est que la population, depuis un certain temps, il s'est senti un peu méprisé par le gouvernement malien, à ce sens que le 12 juillet 2016, lorsqu'il y a eu la marche de protestation contre les autorités intérimaires, il y a eu fusillade et trois de nos compatriotes, trois Maliens, trois parents sont décédés. Et maintenant, ils ont demandé le départ du gouverneur de Gao. La délégation de bons offices qui s'est rendue à Gao avait promis 3 mois après que le gouverneur n'allait plus être à Gao. Malheureusement, on est à 8 mois après ça, rien n'a changé. Il y a eu une première déclaration de la société civile de Gao le 15 juin 2017 pour demander encore au gouvernement que ce gouverneur, M. Seydou Traoré, quitte la région de Gao. Ça n'a pas été suivi d'effet. Ils ont déposé le 14 août encore une autre déclaration pour dire vraiment trop c'est trop maintenant et que si l'État veut les imposer ce gouverneur qu'ils ont tant décrié, ils seront obligés de se voir arrêter, même de coopérer avec le Mali. Donc les gens de Gao sont aujourd'hui sur cette position et la situation est vraiment grave, très grave. Et c'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup du départ du gouverneur de Gao, mais à qui profite le maintien du gouverneur de Gao? En fait, d'abord, il faut qu'on vous dise les raisons pour lesquelles les gens de Gao ont décidé à ce que le gouverneur parte. Moi, je vais vous dire d'abord, la première raison est partie à partir de l'assassinat de nos frères lors de la marche. Mais tout récemment, les gens de Gao, la population de Gao s'est vue complètement couper la route de ravitaillement Niger-Gao. Et finalement, aucune marchandise ne quittait le Niger pour rentrer à Gao. Et tous les grands commerçants de Gao, pour la plupart, c'est vers cette route-là, c'est à travers le Niger, en partant vers Lomé, Nigeria, qu'ils ravitaillent le nord du Mali. Donc, ils se sont vus dans une situation difficile. Ils ont demandé au gouverneur de les accompagner au Niger pour aller savoir réellement pourquoi ils ne laissent pas leurs marchandises rentrer, y compris le carburant. À leur grande surprise, arrivé au Niger, le gouverneur Seydou Traoré s'entretient avec son homologue. Il sort après et la rencontre devient générale. Et finalement, le gouverneur du Niger dit non, ce que les gens de Gao sont en train de demander, c'est pas ce que votre gouverneur a demandé. Et il les a dit ce que le gouverneur les a dit. Donc déjà, tous les commerçants qui étaient là-bas ce jour étaient vraiment dessus. À cela s'ajoute, les gens de Gao ont collecté de l'argent pour le mécanisme, pour le MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, le jour où il y a eu attaque, l'explosion à l'intérieur du MOC. Donc, ils se sont dit, bon, il faut apporter leur aide. Je pense que le gouvernement malien également a apporté son aide. Mais malheureusement, on ne sait pas cet argent-là, où est-ce qu'il est parti. Près d'une centaine de millions qui a été remis au gouverneur ou au cabinet du gouverneur, mais c'est des enveloppes dans lesquelles il y avait 20 000 francs CFA qui ont été donnés à des blessés, alors qu'il y avait plus de 100 millions. À cela s'ajoute le fait qu'il a menacé devant témoins des gens, le président de l'OMDH, l'Observation pour les droits humains, il l'a menacé devant les gens pour lui dire que j'ai l'œil sur toi jusque dans ta chambre. Et en fait, ce monsieur n'a aucun respect pour la population de Gao. Ce monsieur ne constitue qu'un frein pour la cohésion sociale. Cette tension entre les Touaregs, les Arabes, les Songhai au sein de la ville de Gao, ce n'est que de la machination de ce monsieur. Il n'y a aucune tension à la base de laquelle il ne serait pas. En plus de cela, on pensait que le gouvernement allait quand même
nous écouter et puis se dire, il y a de raisons que ce monsieur, pour sa propre vie, il est en danger. Pourquoi ne pas le changer? Non, il l'impose. Il l'impose et moi je vous dis, j'ai vu les élections communales de Gabero, où normalement le RPM, qui avait deux tendances, était parti en litige, et la tendance qui se croyait la plus importante a perdu le procès. Donc pour cette raison, le gouverneur a annulé les élections communales de Gabero. Et je vous dis, c'est très grave. Alors qu'il y a quand même des élus là-bas qui se voyaient déjà élus. Et justement, en parlant de tout ça, il y a une question qui me paraît très importante. Est-ce que Gao a un choix pour le poste de gouverneur? Sincèrement, je ne saurais vous répondre. Et ce que je sais, les gens, la population civile de Gao n'a pas réclamé quelqu'un de façon explicite. La population civile de Gao reste et demeure toujours républicaine. Ils sont dans un Mali seul et un Mali unique. Donc pour eux, ils demandent simplement ce que le gouverneur et que le gouvernement enlève ce monsieur qu'ils ont décrié et qu'il ramène peut-être quelqu'un d'autre. Mais si on les consultait pour avoir un nouveau gouverneur, ce serait bien pour le Mali. Et M. Maïga, dans les coulisses, on entend même des mécontents parler d'indépendance. Si l'État ne venait pas prendre ses responsabilités, que pense Gao Laman International de cette intention d'indépendance? Oui, M. Djibrila, nous avions... C'est juste des rumeurs. Je pense que ce n'est pas des rumeurs, parce qu'ils ont écrit ça dans leur déclaration du 14 août 2017. Mais sincèrement, je les comprends. Je les comprends. La population est tellement déçue de tout ce qui s'est passé, tout le sacrifice qu'ils ont fait pour rester dans le Mali, pour que le Mali ne soit pas divisé. Aujourd'hui, c'est des jeunes de Gao qui organisent des patrouilles la nuit, alors que c'était le rôle du mécanisme opérationnel de coordination après la mise en place des autorités intérimaires. Mais tout ça, c'est mort. L'accord est mort, les autorités intérimaires ne servent à rien. Le MOC n'a présentement aucun véhicule. Tous les véhicules octroyés au MOC ont été enlevés par ceux qui sont chargés s'en servir. Donc la population de Gao se trouve abandonnée. Les jeunes se trouvent abandonnés et méprisés en plus. Donc ils se disent, si l'État ne veut plus les écouter, ils ont intérêt à prendre leur indépendance. Mais l'association Gao Laman, très sincèrement, nous pensons que l'heure n'est pas à de telles démarches. Nous pensons un Mali indivisible, un Mali unique. Parce que l'indépendance, ça veut dire quoi? C'est tout remettre en cause. Nous, on s'est battu un bon bout de temps pour dénoncer des gens qui voulaient prendre l'indépendance. Des gens qui veulent diviser le Mali. Et l'heure n'est pas à la remise en cause de tous ces efforts consentis. Et il y a aussi une question qui me tient à cœur. Aliou Mahaman était le commissaire de Gao pendant l'occupation djihadiste. Et il est jusque-là détenu. Il est l'un des artisans, je le disais tout à l'heure, pendant l'occupation djihadiste en 2012. Que pensez-vous du jugement de Aliou Mahaman? Très sincèrement, le jugement de Aliou Mahaman, ça nous laisse perplexes. Parce que le juger, c'est très bien. Il a fauté comme tout autre Malien, il faut le juger. Mais qu'est-ce qu'il a fait de si grave que les gens du MNLA n'ont pas fait? Qui a amené Aliou Mahaman à être commissaire à Gao? C'est le MNLA qui a amené le Moujaou, qui a amené les djihadistes, qui a amené les terroristes à Gao. Et Aliou n'a été qu'un serviteur de ceux-ci. Mais regardons l'histoire de notre côté. Aliou était avec combien de gens à la prison de Bamako? Aliou était détenu avec combien de djihadistes, de terroristes, des gens qui avaient même sur le dos un mandat d'arrêt international? Ils sont où aujourd'hui? Aliou est le seul qu'on va juger pour se faire plaisir parce qu'il est noir, parce qu'il est d'une communauté qui est républicaine, qui est passive? Non, là je pense qu'on est en train de passer à côté. Aliou mérite d'être jugé, mais qu'on le juge avec les autres du MNLA, qui sont dans les grands hôtels à Bamako, pris en charge par l'État malien, entretenus à l'étranger par la communauté internationale, qui continue d'ailleurs à bombarder la position de la plateforme que nous soutenons, parce que nous nous retrouvons au moins quelque part dans cette plateforme-là. Aliou est noir et je pense que c'est ça, sa prison. C'est pourquoi on veut le juger.
Sinon, à Bamako, on a libéré, je me rappelle à un moment donné, un terroriste de grand chemin qui avait même tué un garde au niveau de la prison avant de sortir. Mais quand il a été rattrapé, il a été libéré sous la demande de la France. Est-ce que Aliou ne vaut pas mieux que ce monsieur? Ceux qui ont tué les 100 militaires à Aguelhok, qui les ont égorgés, on sait qu'ils étaient là à Bamako, certains ont été libérés. Aliou ne vaut pas mieux qu'eux. Mais je vais vous dire, le coup de chapeau qu'on peut donner à Aliou, malgré tout ce qu'il a fait de grave, c'est quand même le Moujao qui a débarrassé la ville de Gao de ces bandits de grand chemin, de ces gens du MNLA. Eux qui voulaient diviser le Mali. C'est le Moujao, c'est les Aliou là qui les ont enlevés de Gao. Et justement, en parlant de tous ces problèmes, on sait que ces derniers temps, il y a eu le problème du gouverneur de Gao, entre autres. Est-ce que les cadres du Nord ont joué leur partition? Quel a été le rapport exactement pour essayer quand même d'apporter un ouf de soulagement à ces populations-là? Très sincèrement, je vais vous dire, Djibril, c'est là où moi-même je me pose souvent des questions. Est-ce qu'on a des cadres? Est-ce qu'on a des responsables? Qu'est-ce qu'on appelle être cadre ou responsable? Parce qu'on ne les sent pas, on les sent pas. Parce qu'en réalité, non seulement on ne les sent pas, souvent je me dis, il est possible, parce que quand on est à un certain poste comme ministre ou autre chose, on peut se dire qu'on est là pour un pays, on n'est pas là pour une communauté, ceci, cela. Mais le fait d'être dans un silence aussi long, le fait d'être, je ne sais pas, spectateur de façon très lamentable, je pense que c'est également condamnable. Les cadres aujourd'hui doivent sortir de ce silence-là. Ok, et pour terminer, avez-vous un message ou un appel? Et si oui, à qui s'adresse votre dernier appel? Oui, mon appel, je vais l'adresser à l'ensemble du Mali et à la communauté internationale. Vous savez, on vient de voir, on n'a pas encore fini, que tout le Mali est en train de se décharger en énergie ou de se recharger en énergie à cause de la révision constitutionnelle. Je vois la société civile pour une fois se mêler d'une bataille difficile et apporter une solution. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de Gao? Qu'est-ce qu'ils pensent de Tombouctou? Qu'est-ce qu'ils pensent de la division et de la souffrance de ces populations du Mali? Je pense qu'ils doivent s'impliquer tant. La débauche d'énergie qu'il y a eu autour de cette révision constitutionnelle, si elle avait eu lieu autour de l'accord, on ne serait pas là. Et c'est sûr qu'on aurait trouvé une solution. Donc qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise la vérité. Au Mali, le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne se dit pas la vérité. Tout le monde est en train de chercher à préserver son petit intérêt personnel, individuel, et ça leur suffit largement. Alors que lorsque le pays brûle, cet intérêt-là ne sauvera pas. À l'égard de la communauté internationale, je leur dirais, sincèrement, on est déçus de la communauté internationale aujourd'hui. Vous voyez, dans 2 jours, il y aura encore un autre sitting devant l'ambassade de France pour dire qu'on en a marre du jeu de la France. Et c'est la même chose pour tout le monde. On ne peut pas comprendre que sans DDR, sans cantonnement, sans que l'accord ne soit continuel, qu'on puisse aller désarmer des positions de la plateforme et que par finir, cette position soit après bombardée par la CEMA. Je dirais quand même c'est 2 poids 2 mesures. Vous êtes là pour le Mali, vous êtes là pour désarmer tout le monde, ou bien vous êtes là pour protéger une partie de la population malienne contre une autre. De grâce, le Mali souffre depuis 2013. Si on veut nous aider, qu'on nous mette tous au même pied d'égalité, qu'on ait un dialogue franc et constructif. Monsieur Abdelkader Meiga, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Gaolama International. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour toutes ces précisions. Tout le plaisir est pour moi et pour l'association aussi.